à tous sur Docs en Blues, ta dose d'infos médicales sans filtre et sans coup de blues. Aujourd'hui, on a un invité d'honneur, c'est le docteur Marco. Salut. Je t'appelle Marco ou... Non, Marco, c'est mon nom. Tu peux m'appeler Oren si tu veux. Ok, salut Oren. Salut. Donc Oren, qui fait de la chirurgie plastique, esthétique et réparatrice. Ouais. Trop cool, à Paris. À Paris, à l'hôpital Saint-Louis la moitié du temps et le reste en privé. Trop stylé. Ouais. Et donc du coup, on a Alexandre que vous connaissez, qui est chroniqueur chez nous, qui est interne en ophtalmologie. Pas des membres. Et le grand Guillaume, roi des urgences, interne en Voilà, donc aujourd'hui on va parler de chirurgie esthétique. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de la chirurgie esthétique ? Ah, tu veux dire depuis quand ça a commencé ? Ouais. Ouais, parce que c'est une spécialité qui est un peu fantasmée et c'est vrai que ça intrigue un peu les gens. Mais la chirurgie plastique, c'est une vieille spécialité qui a eu un essor récent, effectivement, il y a une trentaine d'années, mais ça existe depuis très longtemps. Les premiers traités qu'on voit dans des manuels de chirurgie plastique datent d'avant Jésus-Christ. Chez les Indiens, ils faisaient des interventions pour reconstruire après des traumatismes, des blessures, etc. Et après, on a divers petits écrits pendant très longtemps. Et au XVIe siècle, en Italie, ça a été la première opération qu'on peut retrouver maintenant de chirurgie réparatrice pour réparer le nez. C'est une rhinopoïèse, ça s'appelle. Et donc, c'est un lambeau frontal. On prend la peau du front qu'on déplace pour reconstruire une perte de substance sur le nez. Si c'est une perte de substance liée à un accident, liée à une tumeur, etc. Rhinopoïèse, c'est le fait de réparer le nez. Ah, ok. Et donc, rhinoplastie. Rhinoplastie, c'est refaire le nez. Ah. Rhinopoïèse, c'est réparer le nez. Okay, Tu connais pas ça, meuf ? Bah non, désolé. J'ai pas appris ça dans mon collège. Et ça, ils faisaient ça dès le 16e siècle. Et donc, Après, dans le XVIe siècle, on a cette technique qui est décrite, qu'on utilise encore aujourd'hui. Elle s'est bien sûr améliorée. Mais effectivement, c'est en tout cas là, les Indes, l'Italie qui ont été un peu les précurseurs dans la chirurgie plastique. Et on n'a pas le résultat de ce que ça avait donné à l'époque. C'était pas ouf. Ça doit être quelque C'est chose. normal que t'étais pas là. En stérilité, ça doit être quelque chose, hein. Ah bah à l'époque, Ça fait on n'avait confort, pas, hein. à l'époque, on n'avait pas les mêmes règles effectivement d'asepsie et on s'est beaucoup amélioré heureusement. Quand même. À l'époque, la sepsie, c'était avec des brûlures. Voilà. Et après, Dans les marche années bien, hein. 70. et après, en fait, non, on a eu aussi, en fait, en France, pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu beaucoup d'accidentés, de gueules cassées. Et donc là, il y a eu un peu un développement de la chirurgie maxillofaciale avec la réparation des mâchoires et du nez notamment. Et après, on a une Française qui fait vraiment partie de l'histoire, qui était un peu la chirurgienne hyper en vogue et qui a opéré notamment une très grande actrice hollywoodienne de son premier lifting. Et c'était un des premiers liftings fait mondial. Et c'est elle qui a un peu donné l'essor à la France dans ce domaine-là. Donc on la remercie. Mais Bravo. Et la France C'est beau. rayonne du point de vue mondial en chirurgie esthétique. Grâce à Suzanne. Suzanne a été vraiment une des pionnières et Sacrée Suzanne. effectivement elle a fait rayonner. Et puis après, on a quand même eu en France de grands professeurs et de gros services qui ont développé les greffes de visage, etc. T'étais fort en histoire, toi, non ? Ouais, j'étais très bon en histoire. On avait un sur le bac, comme on l'avait dit, putain. Très beau cours. Trop bien. Il m'a Et redonné du goût coup, à l'histoire. pour les dernières années. Ah, et après, pour les dernières années, alors je sais pas, d'après toi, ça date de quand les premières prothèses mammaires ? Non, d'ailleurs, vas-y. Alex. Oh, non, 10 ans. Non, Non, sois sérieux, 20 ans. arrête. Ouais, je dirais. Non, moi je te parle de prothèse Cali, hein. Ah. Pas des trucs qui explosent dans l'avion. Ok, je dirais les années 80. Ouais, alors les premières prothèses mammaires, c'est dans les années 60. Ok. Et les rhinoplasties, donc ça existait un peu avant, mais ça s'est démocratisé. Et les liftings, ça a un peu avancé. Puis ça s'est un peu développé dans les années 60-70. Et la première liposuction Ça c'est récent ça. Je pense pas. Dans les années 90. dans les années 80. Ouais, Ah, dans les purée, années j'ai 80. toujours- Non, c'est pas si récent que ça. Hein. C'est pas si récent que ça, mais quand même, à l'échelle technique a changé, non médicale, c'est long. Les techniques ont changé, Les non techniques, elles évoluent encore et on s'améliore d'année en année. Est-ce que c'était réservé aux stars à un moment ou c'était un peu pour tout le monde ? C'est pas que c'était réservé aux stars ou c'était une chirurgie qui démarrait. C'était une chirurgie qui n'est pas prise en charge, donc qui a un certain coût. Quand on parle de chirurgie esthétique et pas de chirurgie plastique, et du coup, forcément, il y a un coût. C'est pas que c'était réservé, c'était que les gens qui pouvaient se permettre de mettre un budget dans de l'esthétique, à l'époque, c'était des gens un peu plus aisés. Ouais. Ça a toujours été cher la chirurgie esthétique. Ça a toujours été cher, oui, c'est cher. Après, par rapport à la moyenne mondiale, la France se situe pas à un niveau
excessif par rapport aux États-Unis où c'est vraiment des excès. J'ai l'impression que du coup, la chirurgie esthétique, ça commence vraiment à se démocratiser, qu'il y a quand même une nouvelle ère qui commence à arriver. Il y a vraiment un contraste avec avant où les gens le cachaient un peu. Ouais, avant c'était un peu tabou. Et c'est vrai qu'on avait, en tout cas en France, on n'avait pas envie de dire quand on faisait quelque chose parce que ça restait du domaine du complexe. Et maintenant, il y a il y a deux types de chirurgie plastique. Et on peut en discuter, et justement ça peut être bien d'en débattre parce que je suis pas d'accord avec tout, mais effectivement pour moi la chirurgie plastique c'est de base pour réparer un complexe, donc c'est pour réparer aussi bien organiquement que psychiquement. Maintenant avec l'essor et le développement des médias, des réseaux sociaux, de la presse, de la télé qui a beaucoup parlé de cette chirurgie, et également les phénomènes de mode, d'influence, etc., où les gens sont toujours plus beaux, se présentent toujours sur leur meilleur aspect, bah, ça crée des pseudo-complexes qui n'auraient pas existé avant, et du coup ça développe le mécanisme. Mais, Est-ce qu'il y a des patientes qui viennent te voir, c'est vrai cette histoire qu'il y a des patients qui viennent te voir avec un filtre, un visage avec un filtre Instagram et ils te disent je veux ressembler à mon filtre Instagram. Alors, ça peut arriver. Ça reste anecdotique, Ah ok. mais elles le font. Alors, peut-être que moi j'ai un biais de sélection parce que, en gros, j'ai un peu de second degré sur mon compte Instagram et du coup, les gens qui sont abonnés, qui viennent me voir ou qui me connaissent savent que de toute façon, ça passera pas avec moi parce que je vais leur dire non. Ah oui. Donc, j'ai très rarement ce genre de propos. Peut-être que d'autres praticiens, d'autres collègues en ont. Mais oui, ça peut arriver qu'on se dise. Après, elles le disent de manière très naturelle. Bon, je ne vous cache pas, avec le fil, je me trouve un peu plus fraîche. Est-ce qu'on peut faire quelque chose qui ressemble en termes de... Et toi, pour toi, c'est quoi la limite à laquelle tu dis non, celle-là, je ne vais pas l'opérer, je ne vais pas la prendre en charge, j'estime que c'est too much? Alors, la limite, elle est... Dur à trouver. Non, elle est pas dure. non. La limite, déjà, quand tu reçois quelqu'un, t'as un feeling immédiat pour savoir un peu la demande, si elle te paraît, au fur et à mesure que tu consultes, tu sais, tu captes un peu les gens. Évidemment, il y a des critères d'âge pour lesquels tu vas refuser parce que c'est trop jeune. Tu vérifies que c'est un vrai complexe, tu regardes un peu comme dans tout, hein, le terrain, s'il y a un terrain derrière particulier. Mais je dois dire que en fait, les gens ils pensent qu'on est là à opérer tout le monde, pas du tout. Moi, franchement, je pense que je récuse une patiente sur deux. Ah bon? Ouais. Ouais. C'est énorme. Ouais. Ça m'étonne Une pas. sur deux. Ouais, ça m'étonne pas. Mais Une sur deux. elle se vexe pas? Mais alors, tu marches sur des œufs hein, quand tu expliques pourquoi. Alors, il y en a vraiment, en fait, je trouve que organiquement, ça n'a aucun intérêt de les opérer ou de faire un acte parce qu'elles seront pas mieux. Elles auront payé des sous pour pas grand chose, donc vraiment, je leur refuse pour ça. C'est hyper honnête de ta part. Bah, l'honnêteté, ça paye toujours à un moment. Enfin, t'es honnête, tu essaies de bien faire ton travail, tu fais le mieux. On peut tous avoir un jour des complications, des choses et tout. Ça fait partie du travail, mais l'honnêteté, en tout cas, ça paye parce qu'après, les patientes sont contentes. Tu vois, il y a une nana qui vient, moi, plusieurs fois, des nanas complexées, je leur ai dit, ben, non, faut pas faire. Parce que ça, votre visage est comme ci, comme ça, vous allez être comme ça, et ben ça les répare finalement, parce que j'ai remarqué aussi avec le temps que la parole du médecin, elle était forte. Très forte. Et donc du coup, elles viennent là avec un complexe, elles se disent, enfin, j'ai été à Paris, j'ai été voir le chirurgien, même lui il m'a dit de pas faire parce que j'étais mieux comme ça. Ouais, Tu sais, d'un côté, tu les rassures quoi. Ouais, Tu ça la soignes leur donne directement confiance. d'une autre façon. exactement. Et c'est vrai que je trouve qu'on est dans une société où en fait on n'arrive plus à voir nos qualités et on va vite voir nos défauts parce qu'on va trouver que chez telle personne le nez il est beau, on va se regarder nous, on va dire mon nez il est un peu trop beau et après, en fait au final on va vite se dénigrer tous quotidiennement C'est une cata. et au final c'est vrai qu'on va vite avoir tendance à vouloir tout améliorer chez nous et je pense que même la personne qui au final qu'on trouve parfaite, même elle je pense qu'elle se trouve pas parfaite et elle va avoir que les défauts chez elle. bien sûr. Et au final c'est vrai que c'est très facile de rentrer dans un cercle un peu vicieux et de se dire je veux toujours faire quelque chose. Les petites jeunes de 13-14 ans, quand elles voient les bombes sur Insta, ça provoque des troubles du comportement alimentaire, Ouais, j'ai... de l'anorexie et tout, alors que en fait, c'est pas du tout ça la vraie vie, elles sont filtrées, Exactement. elles sont refaites. T'as des c'est patients de n'importe plus quoi. en plus jeunes qui viennent, toi, par exemple? T'as remarqué que les âges... Non, j'ai remarqué que, alors après les actes, non. Les demandes, elles évoluent. C'est-à-dire que tu peux avoir plus de jeunes qui vont se poser la question de faire un truc. Mais globalement, on est toujours... Alors c'est bien que les médias, la presse fassent très attention à ça et dénoncent les pratiques. Mais je trouve quand même que en France, les gens sont quand même très intelligents. Et les jeunes, même si on est vraiment très 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 différents par rapport à des endroits comme la Corée ou la Chine où l'esthétique c'est vraiment démocratisé, on dirait qu'ils sont tous lobotomisés à faire tous la même chose. En France, en vrai, peut-être qu'il y a des gens qui vont se poser des questions, genre ouais, je suis un peu complexé de ça, je vais aller consulter. Tu leur dis non, t'es trop jeune, non, c'est pas bien, etc. Ok, super, je le fais pas.
Donc c'est pour ça que c'est très bien d'en parler, mais on est quand même, je trouve quand même qu'en France, les jeunes sont quand même, c'est pas des, On fait pas n'importe. on fait pas n'importe quoi. Et alors, Vous accompagnez aussi. on accompagne, mais je trouve vraiment que les gens écoutent. Donc c'est pas, évidemment, tu peux avoir tous les cas de figure, mais globalement, les gens, ils écoutent beaucoup encore La parole des médecins. la parole des médecins. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Mais tu sais, mais ça, on va rebondir sur ton truc qui a rien à voir avec l'esthétique, mais c'est vrai que même quand tu es aux urgences, c'est juste quelqu'un qui vient avec une douleur et tu lui expliques par A plus B qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ouais. En fait, tu l'as soigné psychologiquement parce qu'au final, en termes de traitement, t'as rien mis des fois. Hein. Bien sûr. Mais juste dans le contexte où la personne Des est fois, un peu dans bien l'aigu et tu la rassures, elle repart soignée, elle est contente. Ouais, juste même si par elle a des encore un choses peu verbales. mal, elle se dit j'ai rien de grave, je suis rassuré, je rentre. ça. Ouais. Après, comment tu soignes une dysmorphophobie? C'est-à-dire que la nana, ou le mec, il se voit un défaut qui n'existe pas, Ouais. et en fait, il te demande de changer quelque chose qui n'existe pas. Comment tu gères ça? C'est un souci. Ouais, alors on travaille toujours. T'as raison, c'est une bonne question. Alors la dysmorphophobie, tu la sens quand même hein, quand ça arrive. Ouais. Moi, j'ai déjà eu un patient qui vient avec un nez parfait, il veut refaire son nez. Puis je dis non. Et en fait, au bout d'un moment, tu discutes avec lui, tu vois que le mec, il est vraiment sincère dans sa demande. Il n'est pas en train de te raconter des bobards, il est vraiment sincère, il y croit vraiment. Tu fais travailler tes collègues. En fait, dans le service, nous, on a des psychologues, toute une équipe de psychologues et tout. Et donc, du coup, on veut pas laisser le patient repartir dans le vide parce que ça veut dire qu'on l'a pas réparé, même si on l'opère pas. Si le patient il a une demande comme ça, une demande de dysmorphophobie, on se doit de le traiter ou au moins de l'aiguiller pour être pris en charge par une équipe de psychologues ou même de psychiatres. On a une psychiatre dans le service et du coup on le répare mais par un biais psychique. Ok, c'est beau. Et tu fais beaucoup de chirurgie réparatrice aussi, plutôt à l'hôpital? Ouais. C'est pour quel type d'opération? J'ai de la chance parce que j'ai un poste de rêve, je suis moitié à l'hôpital, moitié en privé. Okay, Et en vrai, c'est une spécialité où finalement, dans le privé et à l'hôpital, on fait pas du tout les mêmes types d'interventions. Donc c'est diversifié. C'est hyper divers et dans ma semaine, je vais couper un bout d'oreille et la reconstruire et le lendemain faire des prothèses mammaires et le troisième jour greffer une peau d'un patient qui s'est brûlé. Ouais, jamais dans la routine quoi. C'est hyper large comme spécialité. Toi, ton service, dans le public, il est ultra spécialisé dans les grands brûlés en plus. Alors, on a un centre de grands brûlés et on a différents pôles. Un pôle reconstruction mammaire, un pôle reconstruction post-cancer de la peau et chirurgie post-bariatrique aussi. Et voilà, c'est un service qui est hyper dynamique avec beaucoup d'internes. Beaucoup de chefs et tout, c'est un service où il y a une forte activité et une émulation très forte, donc c'est très cool. Vous êtes les seuls en plus, non, en termes de référence? Non, à Paris, il y a pas mal de services, et ils sont tous excellents. Je suis passé dans quasiment tous les services de l'AP parce qu'il n'y avait pas beaucoup de services de chirurgie plastique, c'est pas comme dans tous les hôpitaux où tu as de l'ortho, viscéral, etc. Des urgences. Là, finalement, quand tu fais ton internat, t'es passé chez tout le monde. Et à Paris, on a cette chance d'avoir vraiment une pluralité avec des services qui ont chacun un peu leur spécificité technique. Et après, tu finis chef là où tu te sens bien. Mais finalement, tout le monde est top. Parce que là, maintenant, ça fait longtemps que j'ai pas vu quelque chose passer, mais sur les grands brûlés, j'avais une image en tête où quelqu'un qui avait vraiment été brûlé à chaque fois énormément. On avait réussi à faire quelque chose de merveilleux. Je sais plus, c'est jamais fou. Hein. Moi, mais j'ai vu des trucs des fois. Tu vois quand même qu'il y a... Oui, mais t'as trouvé des traces. Tu vois toujours, c'est cicatriciel. Moi, je suis brûlé à l'acide, tu vois des trucs de ouf. Et Après, moi, j'avais une image en tête où t'avais quelqu'un qui avait été. Il y avait un avant-après qui était vraiment. Oui, je suis d'accord, ça reste pas encore parfait. C'est pas parfait encore, mais il y a quand même. Ça dépend de la profondeur de ta brûlure. Si t'as brûlé peau, muscle, tu vois, t'as pas les mêmes reliefs, la peau elle reste rétractée, tu peux pas avoir la trophicité des tissus parfaite. Hein, mais on arrive à faire des choses de mieux en mieux. C'est beau. Et il y a un autre truc, c'est que je trouve qu'en chirurgie esthétique, il y a toutes les autres spécialités qui vous mangent un peu. Ouais. Par exemple, le sein, c'est les gynécos, moi la paupière. Comment tu gères la paupière. Comment tu gères le fait que toutes les autres spé peuvent te bouffer ta spé? Parce qu'ils nous bouffent pas. Moi, ça va, je bouffe Non. ça va, tranquille. Non, écoute, de toute façon, pour moi, on est tous médecins. Et si j'ai un collègue qui fait de l'oculoplastie très très bien, je vois pas en quoi. Moi, après, ça me viendrait pas à l'idée d'aller opérer des trucs qui ne sont pas de ma spécialité. Le seul truc, c'est que nous, on est une spécialité de surface, donc tout le monde a l'impression de pouvoir faire cette spécialité. Sauf que on a quand même 3 ans de clinica et 5 ans d'internat. C'est 3 ans de clinica? Ah ouais. Ah, je savais pas. Donc,
ça reste une spécialité. Donc, Parce que là, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, là, on voit qu'il y a beaucoup de médecins qui se forment beaucoup à la médecine esthétique, donc Ouais. du coup, qui n'est pas la chirurgie esthétique. Je pense qu'il oui, faut vraiment différencier voilà, ces deux c'est mondes. complètement différent. Et pour que les gens se débarquer comprennent chez bien. Watt. Et c'est vrai que là, on a l'impression qu'il y a beaucoup de médecins se forment un peu à donc, tout ce qui est acide hyaluronique, un peu botox. On sait Ouais. pas trop si c'est légal, pas légal quand c'est des C'est médecins. pas de la qui sont chirurgie, pas- ça, après. C'est pas de la chirurgie, c'est pour ça que mais ça appartient quand même au domaine de la chirurgie esthétique de base. Comment vous le voyez, vous, de votre œil, d'un Bah alors au début quand t'es un peu jeune et que tu démarres, tu te dirais putain, ils veulent tous en faire. Et en fait avec du recul et avec ce qui se passe avec la démocratisation et l'essor de la médecine esthétique, moi personnellement, je préfère que ce soit des médecins que j'ai formés, parce que je peux donner des cours aussi, et des médecins que j'ai formés même s'ils sont pas plasticiens, qui injectent et on les a bien formés plutôt que ce qu'on peut trouver n'importe où, les fake injectors avec des nanas qui ne sont pas médecins et qui injectent dans des appartements n'importe où Tout et et qui font n'importe quoi, tout et n'importe quoi, des produits qui ne sont pas autorisés, Ouais. qui peuvent créer des nécroses et des gens qui sont complètement défigurés. Donc personnellement, ça me dérange absolument pas. Au contraire, tout le monde a le droit d'apprendre et il y a tellement de demandes, c'est devenu tellement démocratisé que finalement, je pense que ça devient limite un problème de santé publique. Et le fait que des médecins se lancent là-dedans, c'est bien. Après, effectivement, il faut pas que ça aille au détriment de leur activité princeps. Bien sûr. Si effectivement le dermato il arrête totalement de voir des grains de beauté et des cancers de la peau, là ça va plus. C'est un peu le C'est cas. les excès. C'est les excès qui sont Il y mauvais. a un peu d'excès Bien sûr. de temps en temps. Mais moi, ce qui m'avait choqué, parce que j'avais fait un stage de scénologie et on avait une patiente qui venait des pays de l'Est et en fait, elle s'était fait injecter des produits de façon complètement illégale, enfin, c'était pas médical. Et son sang, en fait, il était complètement hétérogène, anarchique. Ouais. Et tu voyais, et en fait, elle te disait, je sais même pas ce qu'elle m'a injecté. Ouais. Mais comment Ça, c'est ils font flippant. ces gens-là pour faire des fausses injections? D'où ils sortent et comment les gens les connaissent? En fait, c'est C'est les réseaux. Ils sont pas formés et c'est des mecs qui viennent injecter. D'accord, mais moi, Il y en a qui Alors sont- avant les réseaux, ça existait déjà. Ils sortent d'où? Et les gens se passaient le mot de. Ils sortent d'où ces mecs-là? Tiens, je veux faire injecteur, genre? Ouais, c'est ça. le problème c'est que non, ce type d'injection comme ça, c'est aussi beaucoup dans d'autres pays effectivement. Ouais. Où c'est moins légiféré. En France, on a pris le problème je sais pas comment. Un bras le corps. D'accord. Et c'est beaucoup plus légiféré. Maintenant, on fait attention. On essaye tous, en tant que chirurgien, d'en parler le plus possible dans des émissions télé, sur les réseaux, pour pouvoir dénoncer tout ça et que les gens comprennent vraiment que c'est pas possible d'aller se faire injecter par quelqu'un qui n'est pas médecin. Parce que le problème de la médecine esthétique, on a l'impression que c'est un geste qui est relativement simple à réaliser Et non. et on voit pas tout l'impact qu'il y a derrière avec les artères qui Bah, passent. et c'est comme complètement ça, on vrai. peut réaliser- C'est-à-dire que déjà en tant que médecin, moi, à chaque fois que je fais une injection, je fais très attention et on peut évidemment avoir une complication. J'en ai déjà eu. Parce qu'on pique, même si on fait un reflux, on peut emboliser dans une artère Comme tout faciale. chirurgien, en vrai. Comme toute chirurgie, il y a des risques et des complications. Mais la différence, c'est que on sait traiter les complications, on sait prendre en charge les gens, et on a fait 15 ans d'études, donc on a tout ce qu'il faut pour traiter les patients. Donc c'est la différence. Et donc, à fortiori, si nous déjà, C'est risqué. on expose pour nous le risque qui existe alors qu'on a fait toutes ces études et qu'on a opéré, etc., comment voulez-vous que ce soit clean Parce qu'en termes de physiopathe, juste pour expliquer de manière très schématique, Ouais. le risque c'est quoi? C'est que je m'imagine me faire injecter Une quelqu'un embolie. que je connais pas, il m'injecte dans l'artère, Ouais. l'artère embolise, et en fait il n'y a plus de vascularisation de mon nez, ça nécrose. Exactement. Moi, je trouve ça bien justement que les chirurgiens esthétiques ils prennent la parole sur les réseaux sociaux et qui montrent en fait l'importance d'avoir une expertise médicale pour ce type de prise Bien en sûr. charge. Et je pense que c'est aux médecins de notre génération aussi. Tu vois, on en apprend, mais tous les jours. Moi, j'injecte depuis très longtemps. Tu vois, je travaille en collaboration avec d'autres praticiens. La semaine dernière, j'avais fait une injection dans le CERN il y a un petit mois. Et la patiente, elle a fait une réaction. Pas une réaction de nécrose, mais une réaction d'œdème. Et j'arrivais plus à me séparer. Elle avait un œdème et tout. Et moi, j'ai injecté pour retirer le produit. Ça partait pas. Et bien, nous, on a nos confrères et tout. J'appelle un pote ophtalmo, il me dit je fais une IRM, j'appelle ma pote radiologue. Tiens, tu me fais une IRM. 2 jours après, IRM, tac, on voit qu'il reste en rétrobulbaire. Il me dit fais une rétrobulbaire. Je sais pas faire une rétrobulbaire. On va chez l'ophtalmo avec ma patiente. Il lui fait le geste, c'est terminé. Ouais. Tu vois, c'est aussi quand c'est multidisciplinaire. multidisciplinaire. Il faut savoir, c'est pour ça que de dire non, tu fais pas ci, ça. On est tous médecins et on doit tous s'entraider entre nous et et parler entre nous. C'est pas juste c'est pas relou quand t'es chirurgien esthétique d'être un peu sous les projecteurs, c'est-à-dire qu'à la moindre erreur, vu que t'es dans les trucs Ouais. d'influence, etc., tu sais que tu peux être sous les projecteurs
de l'erreur que tu as pu faire. Bien sûr. Alors que dans d'autres spécialités, bah, tu fais une Caché, erreur. ouais. c'est- Ouais. C'est Ça la se vraie perd, question aujourd'hui. Ouais. Le truc, c'est que dans toute spécialité, il y a des complications. Dans toute chirurgie, il y a des complications. Après, l'idée, c'est que moi, je considère que bien faire son travail, c'est prendre en charge les gens s'il y a un problème. Et donc, du coup, en général, ça se passe quand même plutôt bien. Hein. Si, tu sais, les patients, si tu vois qu'il y a une complication et que tu les prends en charge, tu les lâches pas, c'est C'est rare. sûr, tu vas pas laisser dans la nature. Non, mais voilà, tu vois. C'est ça qu'on oublie, c'est que le risque zéro, il existe. Le risque jamais en zéro médecine. n'existe Et en pas. fait, et le prix qui est des fois assez élevé, en tout cas en France, c'est parce que si jamais il y a justement un problème qui se passe derrière, il y a toute une prise en charge aussi qui est faite de qualité en Je suis France. d'accord, que mais t'as forcément- quand nous on apprend la médecine, on nous apprend qu'on a une obligation de moyens et pas de résultats. Ouais. Alors qu'en fait, en chirurgie esthétique, c'est tellement dans la précision, à la fin, à la base, le patient il n'a pas une maladie qui peut le tuer ou quelque chose comme ça. Oui, Mais en en fait, fait, là, là, t'as double peine. Tu as plus une Enfin, obligation oui, de oui, résultat dans Oui, je ce sais. domaine-là, plutôt que nous en tant qu'acteurs proprement de soins. Je sais Après, pas comment je moi, vais- si je rate un diagnostic et que le patient est clame, j'ai quand même une obligation. Bah là, c'est moyen, tu dois pas. Là, c'est pas. Enfin, là, c'est le diagnostic. Là, c'est vraiment de la précision de l'esthétique sur. La patiente, elle peut revenir, elle te dit juste que voilà, je trouve que c'est un peu plus. Toi, évidemment, t'as raté un cancer du poumon, c'est pas comparable. c'est différent. C'est différent. Non, mais je vois, tout la je vois ce qu'on sait. Moi, je trouverais ça dur de. Enfin, je trouve que les Ça, patients c'est sont que pas les mêmes, quoi. Parce que vous êtes des patients en bonne santé. En fait, en dehors du l'aspect psychique, hein, c'est vrai que vous avez quelqu'un qui, physiquement ou organiquement, ça fonctionne bien en Bien général. Et c'est vrai que une chirurgie qui, en fait, part en cacahuète, la conséquence sont beaucoup plus psychologiquement dures à accepter Bien sûr. pour quelqu'un qui, au final, avait en effet un cancer du poumon, qui Bah, au c'est final pour était ça déjà que dans un le- état qui était complètement. C'est pour ça que les gens, c'est pour ça qu'on a des délais de réflexion avant Ouais, d'opérer, c'est ouais. pour ça qu'on a des fiches d'information très très carré. carrées, c'est pour ça qu'on explique le mieux possible. Après, il y a un impondérable peut toujours arriver, mais on essaye en tout cas toujours d'être très très clair sur les possibilités. Et même là, on va parler de complications, moi je peux aussi vous dire sur les possibilités thérapeutiques possibles par rapport à tes seins, ton corps, etc. Les limites en fait qu'on peut avoir en termes de résultats. Et ça, on doit faire le mieux possible la consultation au préalable pour bien expliquer les limites. Comment t'as su que tu voulais être chirurgien esthétique? Esthétique, c'était pas au départ le truc le plus. Non, en fait, je crois que j'ai eu un pote quand j'étais non, en vrai, c'est vrai. J'ai eu un pote à moi en CE2, genre tout Non. petit, ouais, brûlé. Ah mince, Ouais. ok. Et il est parti, il était hospitalisé, donc à un moment on dit à la maîtresse, je sais pas, il est où Elle me dit, il est hospitalisé, il a été brûlé, on lui a fait des greffes. Et là, dans ma tête, j'ai dit, c'est quoi des greffes et tout, je devenais fou. Et un jour, je tombe sur un article chez mes grands-parents dans un magazine, ça parle de greffes et de professeur Mimoun. Maintenant, j'ai genre 11 ans. Et en fait, Mimoun, c'est celui avec qui je travaille maintenant. Non, Ouais. incroyable. Et donc j'ai lu l'article comme ça, j'étais comme un fou. Et voilà, et après petit à petit, volte-face, il y a eu des films un peu, il y a un film aussi avec Michel Morgan qui se fait renverser dans les années 60, un film en noir et blanc dans Paris hyper beau, où elle se fait renverser par un chirurgien esthétique. En fait, elle était amochée dans le film, très très moche. Il l'avait enlaidie et le chirurgien esthétique la renverse en voiture et pour se faire pardonner, il lui refait le visage. Ah, Et toute l'histoire, c'est qu'elle tombe amoureuse de son chirurgien, etc. Et bref, c'était tellement fou les images et tout que ça m'a vraiment poussé dans cette voie. Et après, c'est le tu t'es destin. lancé dans les études de médecine et dès la Non, oui, oui. Ah ouais, esthétique. oui. Ouais. Waouh, Honnêtement, direct. c'est fou. hein. Ouais. Et t'as fait des stages quand t'étais externe ou pas? Aucun stage quand j'étais externe parce que j'avais trop peur de pas l'avoir. En fait, j'étais un peu en mode, je veux même pas voir parce que si je l'ai pas, je vais être dégoûté. Ah, waouh. C'est ce qu'il faut Donc, savoir. J'étais c'est- vraiment passionnée. Ouais. Surtout pour avoir la chaire esthétique en tant qu'interne, C'est c'est pas hyper bien bien placé. classé. Ouais, j'ai pas eu, alors que C'est j'étais dans les l'élite diplômes. qui fait la chirurgie esthétique. Et c'est la spécialité qui est la plus demandée, je crois, en plus. Ouais, C'est ouais. toujours la plus demandée. Ouais, c'est demandé. Parce qu'il y a très peu de place et à part le Mais travail. moi, quand j'étais au lycée, je voulais faire chirurgien esthétique. Et en fait, j'ai fait 2 stages au bloc et j'ai vu que j'étais pas du tout habile. Tu faisais des J'avais grands un des tremblement grands malaises essentiel. Non, je faisais pas de malaise, mais juste, j'étais pas du tout, j'avais pas cette dextérité. Et en Alors, fait, moi, je l'avais pas du tout quand j'étais externe. Hein. ouais. Je tombais dans les pommes et tout. Hein. Ah ouais Ah ouais, Ouais. à base de T'es malaise. ce genre de mec Ah ouais. C'était un extra Bah, j'ai efficace. Ouais, pas, ouais, mais ouais. du coup, moi, en fait, comme Et j'avais donc, du pas- coup, en fait, j'ai persévéré, mais franchement, Ouais, j'étais ça, nul ça- à chier. Hein. Ouais. Non, j'avais peur de tout. Mais ça, tu vois, ça peut être hyper motivant pour des gens comme moi qui se disent, bon, bah, en fait, j'ai pas le, Non, ça s'apprend. ça s'apprend. Ça s'apprend. Tout s'apprend. Après, il y a des gens Plus à l'aise. plus à l'aise que d'autres, mais ça Une meilleure s'apprend. dextérité, Ouais. ouais. Parce que moi, j'ai une copine qui, pour se faire des sous quand elle était externe, elle allait tout le temps dans des
clinique privée pour faire de la chirurgie esthétique, elle accompagnait les blocs et tout, elle était head-up, je crois. Ouais. Et en fait, elle adorait ça et j'ai eu l'impression que grâce à ça, elle avait développé une meilleure dextérité et qu'elle était hyper à l'aise. Alors que moi, tu vois, à côté d'elle, j'étais... Ouais, tu te sentais moyenne. Bon, Ouais. Ça s'apprend, Mais tout du ça. coup, ça m'a complètement découragée. Je me suis dit, jamais je ferais ça. Bon, mais c'est vrai que t'as des externes, enfin, moi je les vois dans les internes des externes, il y a des différences, quoi. Ouais. Ça fait radio, il n'y a pas besoin de dextérité. J'appuie sur Alors, mon dictaphone et je parle. Donc, moi, j'ai un tremblement essentiel. Est-ce que quand t'as un tremblement essentiel, je peux opérer? Bah, est-ce que quand t'es concentré, t'as ton tremblement essentiel? Ouais. Ouais? Je crois. Non, mais là, tu te concentres dessus, là, tu le laisses partir, mais est-ce que quand t'es un poussé d'adrénaline, moi, par exemple, si je suis malade et que je dois opérer, je ne suis pas malade pendant l'heure de bloc. Je sais pas, il y a un... C'est l'adrénaline en C'est vrai. l'adrénaline. Ouais. En fait, il se passe rien. Genre, j'ai toussé toute la nuit, tu sais pas, t'opères, tu ne tousses pas pendant 1 heure. Le bloc est terminé, tu tousses. C'est C'est l'adrénaline. comme quand t'as les examens et que t'as envie d'aller aux toilettes, tu vois. Ouais. C'est comme quand tu dors pas de la nuit avant tes partiels et genre vas-y t'es au partiel, t'es focus genre. T'es focus, tout va bien, et après, bam, tu t'effondres. Mm. Bah, c'est Ouais. un peu ça. Mais je Ok. pense que peut-être, faudrait demander à un neurologue, non, quand même. Ouais, je pense que je devrais. Du coup, moi, par contre, j'avais une question. Ouais. T'as quel âge? Aurèle, tu vas pas nous la faire hein. Bah, j'ai Écoute-moi bien, Aurèle. 43. 43 ans. Ouais. Ah ouais. T'es bien préservé. Et c'est quoi tes conseils pour bien vieillir, du coup? Ton meilleur conseil. Non, il n'y a pas de meilleur conseil. En pas de vrai, d'abord, il y a tout le sport. truc. Le sport, bien manger, Ok. pas fumer, pas se coucher trop tard. Arrêtez les boîtes de nuit Guillaume. t'as dit. Hein, Guillaume, pas trop de sorties. Tu Et, peux dire à lui. Et après, il y a plein de soins non médicaux. D'ailleurs, je sors d'un massage là tout à l'heure, c'était très bien. Je fais des Massage massages du visage. On s'est dit que t'étais Ah oui, relaxé. est-ce que c'est vrai que ça stimule le collagène, ça? Ouais, il n'y a pas d'études vraiment, mais Attends, un massage du visage. Ouais, je fais Elle des te massages masse- du visage. Elle te masse quoi alors? bah, elle te masse les muscles, elle te Les remet oreilles. Non, je te jure, c'est très cool. Mais il paraît que ça stimule. Moi, Ça j'avais vu stimule et tu te détends en fait. Il y a plusieurs trucs, mais quand tu fais un massage du visage, il y a des massages qui vont te drainer. Donc on a tous le système lymphatique un peu au ralenti, les toxines, etc. Et donc quand tu draines, bah déjà t'es pas gonflé, les muscles sont oxygénés et tout, donc du coup ça te maintient. Et t'as des massages musculaires. Donc comme on fait de la muscu pour le corps, ben tu fais des massages avec de la stimulation au niveau de tous les muscles pour les ascensionner, pour pas qu'ils se relâchent. Et donc ça c'est un bon moyen de prévenir Et ça le s'appelle comment, relâchement. comment ça? Avec de Juste un massage de la tête. l'électricité, Tu fais, c'est avec de l'électricité. il y a ça des t'envoie électrostimulations, décharges. il y a des massages cobido, il y a des massages voilà, J'ai et déjà fait ça. intrabuccal et tout ça c'est pas Ah, mal. j'ai déjà fait un trabucal. Ouais. C'est incroyable. Non Guillaume, je pense pas. Et après tu peux améliorer la texture de ta peau avec soit des crèmes, donc la vitamine C c'est très très bien et le rétinol aussi. Et l'acide hyaluronique. En sérum ouais c'est sympa mais ça pénètre pas de manière très profonde. Ok. Mais en tout cas ça c'est des crèmes, et se protéger du soleil c'est primordial. Et les LED, tu connais les LED? Ah, La les luminothérapie. masques, ça, Ouais. on en a parlé infrarouge, genre. Ça c'est pas mal en fait, tu fais une petite 10 minutes de LED par semaine, ça stimule le collagène et après tu peux te bouffer un peu de collagène le matin. Ça, Donc, C'est c'est le marrant, collagène j'ai collagène un marron, copain c'est qui éviter m'a quoi, parlé les ça rides ce week-end. Ça, c'est un truc préventif qui va vraiment te permettre un peu de quand même te stabiliser. Après, si tu veux traiter, Mais du botox. Voilà. Faire du game. voilà. C'est mieux de faire des injections d'acide hyaluronique ou de botox? Alors, C'est pas la même chose. c'est pas la même chose. Le botox, c'est fait pour, c'est une toxine qu'on utilisait dès la fin du 19e siècle Sur la guerre. pendant la guerre pour traiter les spasmes neuromusculaires et on a remarqué que ça diminuait les rides. Et du coup, le botox, c'est fait pour traiter le front, la patte doigt et maintenant il y a des indications un petit peu plus évoluées avec le muscle ici, le DAO, l'orbiculaire pour lifter un peu. Et les injections d'acide hyaluronique, c'est plus pour remplir des creux, des pertes de volume. Genre là, typiquement là c'est de l'acide hyaluronique. Ouais. Typiquement là, c'est de l'acide hyaluronique, mais on fait plus beaucoup les sillons nasogéniens parce que c'est dangereux. Ah ouais? Et là, non. Pourquoi? Parce que avant, c'était la première indication qu'il y a eu au tout début, c'était vraiment les sillons nasogéniens. Et on s'est rendu compte en fait qu'ici, l'artère qui passait là, bah, il y avait en termes de statistiques plus de risques. Et c'est vrai que maintenant, on aime bien remplir un peu à côté pour pouvoir lifter un peu avec et prendre moins de risques pour les Et patients. autour de l'œil, personne ne fait Une rien. branche artère-faciale. Autour de l'œil, Remplir. ah si, on peut injecter le cerne. Et ça, c'est Pareil, avec de l'acide hyaluronique. avec de l'acide hyaluronique, mais pareil, ça reste une injection touchy. Donc, faut la faire chez des praticiens qui ont vraiment l'habitude, quoi. C'est assez complexe. Moi je traite aussi les spasmes avec le botox. Ouais. Les trucs, il y a des spasmes. T'as des spasmes? T'as des spasmes? Il y a du spasme. Je fais waouh. Allez, petit coup de botox. Et ça marche bien. Hein. Ouais, vachement. Mais par contre, le problème du botox, c'est qu'il faut le refaire tous les 6 mois. Ah bah tu consommes, le produit est consommé. Et attends, et une fois on a fait une injection de botox, il reste 6 mois, Ouais. il s'autodégrade tout seul.
Non, en fait, c'est une toxine qui va bloquer la jonction neuromusculaire. Donc, en fait, ça te consomme. À force que il y ait l'influx nerveux, ben, tu consommes jusqu'à qu'il n'y en ait plus. C'est pour ça que c'est pas du on-off. Ah, waouh. Et attends, c'est vrai qu'il faut faire du botox assez tôt parce que si t'as des rides trop creusées, l'effet n'est pas suffisant. Ou c'est une légende, ça, des mecs qui te disent tiens, Ouais, t'inquiète, moi, je je t'injecte à l'ai 30 ans. commencé tôt. Il y a deux façons de voir les choses et on sait toujours pas si c'est vrai ou pas. Il y a les gens qui commencent très tôt, effectivement, ils ont une bonne prévention parce que finalement, ça creuse moins et donc au final, ils ont moins de rides quand même si on regarde. Ok. Mais il y a aussi un autre phénomène qui est que si tu commences très tôt, tu peux développer des anticorps anti-botox au fur et à mesure et que le botox ne marche plus dans le futur. Donc c'est, tu vois. Et toi, tu t'aurais conseillé quoi? Moi personnellement, j'aime alterner les produits chez les patients. En termes de botox, j'utilise pas les mêmes parce que du coup la formulation, la pharmaco est un peu différente et du coup tu évites comme Oui, ça c'est anticorps. un peu les résistances. C'est trop stylé. Stylé. Et c'est quoi, ta botox et différentes molécules de Il botox? y a plein de molécules et aux États-Unis, il y en a encore des nouvelles qui n'ont pas encore la MM en France. Ok, donc ça va Qui vont arriver. Parfait pour nous. On va te botox. J'aurais jamais cru qu'il y avait des molécules de botox. Ah, je croyais que c'était si simple. Je crois qu'il y a un truc de botox pour pas transpirer, ça Ouais. existe, ça aussi? Ouais. Ça marche bien? Non. Ça marche très très bien. Tu mets du botox au laissé, tu transpires plus. Ouais, ça marche très C'est bien. ouf, ça. C'est mieux que le déodorant. Le botox, c'est une dinguerie. Bon, bah après, on le met pas, faut pas non plus partir dans tous les Ouais, sens, non, genre. Tu vas te Non, faire c'est injecter vraiment, tout le corps. voilà, c'est vraiment pour des gens qui ont des problèmes d'hyperhidrose, tu vois. Ouais. C'est vraiment pour des gens qui ont des vraies hypersudation. On le fait pas. Ah oui. Ouais, faut pas exagérer quand même. Je comprends. Et d'ailleurs, tu m'expliquais tout à l'heure qu'il y avait différentes visions de la chirurgie réparatrice. Est-ce que tu peux revenir dessus? Non, je dis simplement que souvent, les gens sont ok, oui, fine, il est chirurgien esthétique, il fait de la chirurgie réparatrice, donc oui, il répare parce qu'il a réparé un cancer, parce qu'il a réparé un accidenté et tout. Mais la chirurgie esthétique en elle-même, c'est-à-dire modification morphologique pour quelqu'un qui n'a pas de pathologie, ça reste pour moi de la réparation. C'est-à-dire que quand il y a une maman qui a allaité et qui ne se retrouve plus en tant que femme parce que sa poitrine a changé, une fille qui a une hypoplasie mammaire, même si c'est pas une réelle malformation, elle a juste des petits seins, ben, le fait de s'occuper d'elle, ben, c'est une réparation. Une femme qui a eu 4 enfants avec un tablier abdominal et que tu l'opères, ben, c'est de la réparation aussi. Et donc, en ce sens, je disais que pour moi, l'esthétique, c'est aussi thérapeutique et Bien que sûr, ça c'est aide du soin. les gens. Et c'est pour ça que je monte un petit peu au créneau quand on nous prend un peu de haut. Ah, s'il y a moi, des gens qui te prennent de haut. non, mais tu sais, t'as toujours l'image genre, ah, ouais, chirurgien esthétique, tu vois, mais. Alors que vous êtes les meilleurs au concours de Non, mais ça, on tu s'en vois. fout, mais Ah, si mais- tu veux, les gens nous c'est prennent un social. petit peu les gens peuvent nous prendre un petit peu de haut, y compris des fois dans la profession, parce que c'est pas une chirurgie qu'on croit si noble que ça, alors que au quotidien, je t'assure que, moi en tout cas, je le ressens, les patientes, tu les transformes dans la tête. Et elles se sentent Ah, mieux. tu leur fais du bien. On leur fait du bien. Tu vois, le combo prise en charge psychologique, donc du coup avec les psychologues que vous avez Ouais. plus, la prise en charge physique par la médecine, la chirurgie esthétique, bah, je pense qu'en effet, t'as un impact énorme sur le bien-être de la personne Ouais. quand c'est pas dans les excès et que Exactement. c'est un bon compromis. Notre société est aussi très, en ce moment, tournée vers le bien-être. Tu dois faire du sport pour être bien, tu dois pas fumer, tu dois pas boire. Je trouve qu'on a beaucoup d'injections sociales aussi au bien-être. Ouais, en c'est ce vrai, moment, c'est pas faux. dans C'est notre un société. ensemble et c'est pas. Ouais, aujourd'hui, il y Après- a plus une case, quoi. C'est plusieurs cases qu'il faut faire pour avoir une globalité. Oui, mais j'ai Bon, l'impression après, qu'avant, finalement, c'est pas si mal quand même de Oui, s'entretenir. alors ouais, je trouve ça génial, je trouve ça bien, mais c'est vrai que c'était pas un problème qui était autant central qu'avant. Et moi, j'ai l'impression sur les réseaux sociaux que je vois que et même les bouquins de médecine qui se vendent, c'est que sur le bien-être. Ah ouais? Comment, bah oui. Oui, Il y a ceux plein qui de- se vendent, tu veux dire, ouais, ok. Massivement, c'est comment. Non, mais c'est vrai, comment. Non. Si, non, t'as entièrement raison, mais en vrai, je trouve que c'est pas Ah si. oui, hein. Mais non. Si, un petit peu. Non, en vrai, je suis d'accord avec toi. Et je trouve que c'est finalement pas si mal que, en fait, il y a le négatif des réseaux sociaux et le positif. Alors ouais, c'est un peu ballot que les gens se présentent toujours sur leur meilleur jour, le truc et tout. Mais finalement, moi, je le ressens parce que j'ai des filles à la maison, tu vois. Et par exemple, ma grande, elle a 14. Bah moi, excuse-moi, à 14 ans, moi, elle veut que faire du sport. Elle mange hyper sainement. C'est génial. C'est genre, elle se protège du soleil. Elle écoute tous les trucs. Et elle a 14 ans. Alors, C'est peut-être qu'on incroyable. peut se dire c'est un peu fou. Mais en vrai, elle est... C'est ta fille. Non, je pense qu'elle est elle-même, elle est sur TikTok, les trucs et tout, et en fait, elle connaît tous les tips
pour avoir une hygiène de vie parfaite. Parce Ce que là, qui est elle quand même suit les fou à bonnes- 14 ans. Elle suit les bonnes vidéos. À 14 ans, c'est beau. Et Non, mais c'est vraiment, qu'il y a une bonne sensibilisation. il y a une sensibilisation bien-être qui est importante, mais après il faut pas tomber. De toute façon, dans tout, c'est les excès qui sont mauvais. Si t'as une gamine de 14 ans qui veut faire attention, elle mange sainement, elle va pas bouffer, elle va pas, moi par exemple, elle prend pas de soda, elle bouffe pas des... Elle boit pas le Coca Zéro même. Non. Putain. Waouh. Parce qu'elle a Chapeau. vu que le Coca Zéro ça faisait ci, ça faisait ça, elle a dit ok, on n'en boit pas, on boit de l'eau. C'est fort. Mais Elle elle est pas la seule dans toutes Dans ses son groupe de copines. copines. Ouais, mais ils sont Ouais. tous pareils. Non, mais c'est. Il y a de plus en plus de médecins de chirurgie esthétique qui se mettent sur Instagram maintenant. Je vois, ça pousse de partout. J'ai pas trop l'impression aussi. Ouais, Moi je trouve que c'est des chires. Moi je vois des chires ortho aussi, enfin un peu tous les chires, mais comme tous les médecins. Ouais, non ça se démocratise un peu. Bah, si tu veux, tu donnes un peu d'informations aux Et patients. Et en vrai, la chirurgie esthétique, si tu veux, c'est tellement tout le monde, on en parle, c'est vaste. Et puis il y a des gens qui se prennent pour des chirurgiens et qui font des injections. Que si les chirurgiens ils montent pas un peu au créneau, ils font pas Ouais. un peu Ouais. de la vulgarisation médicale, ben les gens ils se perdent. Donc tant mieux en fait qu'il y ait plein de chirurgiens qui se mettent finalement à donner des infos. Et moi, je trouve que c'est bien que tout corps médical, n'importe quel spé, monte justement sur les réseaux pour un peu représenter sa spécialité, pour pouvoir en discuter, pour en parler. Bien Parce sûr. qu'au final, Pour comprendre. après, il y a trop Mais de moi je trouve que dérives, ça fait partie de ta mission de santé publique indirectement, d'informer les bien patients. sûr. Et en fait, ça leur permet aussi d'avoir une vision plus large sur des choses qui peuvent être un peu mystérieuses. Bien Par sûr. exemple, moi, le chirurgien esthétique, tu vois, la chirurgie esthétique, on n'y connaît pas grand-chose parce que c'est pas un stage qui est très populaire quand tu es externe, c'est pas facile d'y accéder. Et en fait, il y a plein de mystères autour. C'est comme la radiologie, t'as pas beaucoup d'externes qui viennent en radiologie. Et c'est des spécialités où il y a beaucoup de mythes. Et en fait, la réalité est très différente du mythe. Donc moi, je te rejoins tout à l'heure quand tu me disais, ouais, on se fait clasher par les autres. En radiologie, on se prend des clashs tout le temps aussi, tu Ouais. vois. Et les gens, après, quand ils voient que je finis à 19h, ils sont en mode, ah, mais tu finis tard pour une radiologue. Ouais. Tu vois, tu bosses. Donc, et j'imagine que toi, tu dois avoir des gros horaires aussi, non? Bah oui, on a des gros horaires et on a nous aussi des gardes, mais en fait les gens ils se disent bah bon qu'est-ce qu'ils vont faire pendant la garde? Bah si en fait on vient, on a des grands brûlés qui arrivent, on a des accidentés que ça, on est d'astreinte, mais moi sur toutes mes astreintes que j'ai fait, j'ai toujours été appelé. Donc finalement ça reste quand même une spécialité qui est très intense. Et c'est quoi la Moi garde aussi, la plus vraiment. intense que tu as eue? Ah, le garde la plus intense c'était greffe de visage, 48 heures. On était toute 48 l'équipe. heures. Ouais, 48 heures. Ouais, bah en fait j'étais d'astreinte et là appel et en fait j'étais en service à Créteil et on a eu un appel pour une greffe de visage et un patient qui était depuis longtemps sur liste d'attente et on a eu un donneur. Donc une partie de l'équipe est partie à Lyon pour aller chercher le visage, l'autre partie préparation du patient. Il faut un donneur pour une greffe de visage? Il faut un donneur, il faut qu'il soit compatible. Donc le donneur en fait, si tu C'est veux, impressionnant. c'est très C'est impressionnant. impressionnant ce truc-là. C'est moi, c'est mon C'est quoi une greffe de visage? C'est un donneur en état de mort cérébrale. Ah, mais voilà. Un visage, gros. Et c'est quoi? Il avait quoi le premier? Ah, le premier, alors il y a eu plein de. En fait, finalement, j'en ai fait trois. Il y avait une qui avait une pathologie qui s'appelle xéroderma pigmentosum. Je connais très bien. Tu connais? C'est une mutation. On le vend en P1. Si tu peux pas aller au Mutation soleil. génétique. Ouais. Ouais, tu peux pas aller au soleil, tu fais des cancers de la peau à répétition Ouais. en 2 secondes. Ouais. Ouais. Et T'as révisé. C'est sur la l'aile P22. Mince, j'ai un trou de mémoire. Mais attends, il fait quoi en attendant sa greffe de visage? En attendant, il est chez lui en réa ou je sais pas, et du coup, on attendait d'avoir un donneur compatible et aussi la famille qui accepte de donner. Parce que souvent, quand ils donnent les organes, c'est différent quand même Visage. d'accepter de. C'est quelque chose de donner un visage. hein. C'est quoi, C'est la représentation de la personne que tu connais. Et C'est du le coup, visage. tu prends quoi? Tu prends tout? Bah, tu prends Le muscle, peau, tout. muscle, ouais. Ouais, mais du coup, en fait, quand tu fais cette greffe du visage, la morphologie du patient. Elle ressemble au patient parce que c'est l'ossature du visage qui donne les traits, D'accord. plus que les tissus mous. Je vais pas être pote débile, mais je savais même pas que ça existait. Ah, t'avais pas entendu de visage parler? Ouais. Moi, j'ai déjà entendu quelque chose. J'en avais déjà Ah vu. ouais. Ah, la greffe de visage, c'est pas je te prends la peau et je fais une greffe. C'est Ouais, la ouais, greffe c'est du ça. visage. C'est Avec fou. on rebranche sur tous les gros troncs nerveux, artériels et vasculaire. veineux, vasculaires, bien sûr. Ah, waouh. C'est pour ça que ça prend autant de temps. Ouais. Et après, Et c'est toujours 48 heures en moyenne. ah ouais, c'est très long. Vous êtes combien de greffes? Bah, en fait, il y a toute l'équipe, donc tout le monde se relaye. Et après, il y a de la réa et des immunosuppresseurs. À vie. Et est-ce que tu peux avoir des rejets de ce type de greffe? Comme Bah, les tu peux avoir des autres? rejets, bien sûr, mais c'est pour ça qu'il y a de l'immunosuppression pendant à vie, quoi.
Du coup, merci beaucoup Aurène. Merci à toi. Ou Marco pour les intimes, moi je rigole. Donc, merci beaucoup Aurène d'être venu aujourd'hui, Avec c'était hyper plaisir. intéressant, on a appris plein de trucs. C'était trop cool. Alex et Guillaume, merci d'être avec Merci de nous tes aussi. questions, Alex. Merci de tes interventions. Merci, je sais. Très pointues. Très bon prof d'histoire aussi, j'en ai l'occasion. Il m'a redonné goût. Franchement, Très fort. l'histoire de la chirurgie esthétique est Très parfaite. sympa. Donc on vous dit à la prochaine. Salut.